Bonjour à tous, je m'appelle Geoffroy Méry, je suis interne en pneumologie à Grenoble. La semaine dernière, on a vu au travers des caractéristiques des antibiotiques et des bactéries pourquoi la prescription d'antibiotiques n'était pas simple. Et cette semaine, on va s'intéresser à des stratégies de prescription d'antibiothérapie probabilistes et je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi on prescrit tel ou tel antibiotique dans telle ou telle situation. Et j'espère que de cette manière, vous n'aurez pas à apprendre bêtement des antibiothérapies, mais vous comprendrez vraiment les subtilités des prescriptions en infectio. Donc la semaine dernière, on a vu que les bactéries formaient un univers varié et complémentaire, puisque tous les antibiotiques n'agissent pas sur les mêmes germes. Vivants et adaptatifs, puisqu'elles sont capables de créer des résistances qu'elles n'avaient pas avant, des résistances nouvelles, des résistances acquises à des antibiotiques. Qu'elles formaient un univers aussi ubiquitaire et commensal, puisqu'on a vu qu'elles étaient partout, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de notre corps, et qu'un traitement parfait n'existait pas. Il fallait s'adapter avec intelligence aux situations cliniques qui se présentaient à nous. Donc, ce qui va vous poser problème aux OCN, à mon avis, mis à part d'apprendre par cœur des antibiotiques, ça sera de comprendre vraiment l'intérêt de certaines antibiothérapies probabilistes dans certaines situations. Donc c'est ce qu'on va faire cette semaine. Une des situations fréquentes et graves en infectiologie, c'est la bactériémie, la fameuse hémoculture positive. Cette bactériémie est grave dans certaines situations, notamment à coccigramme plus. Je vous rappelle que toute bactériémie à germe typique est une endocardite jusqu'à preuve du contraire, et l'endocardite est une pathologie très grave qu'il faut traiter dans l'urgence. Donc, pas le temps d'attendre la documentation de l'endocardite pour traiter. Il faut traiter en urgence, il faut traiter avec les résultats de l'examen direct du labo. Le labo vous appelle, il vous dit les hémocultures sont positives à coccigramme plus en amas. Si vous avez regardé le topo de Loïc, vous vous rappelez que les coccigrammes plus en amas sont typiques des staphylocoques, et notamment des staphylocoques dorés. Les staphylocoques dorés sont un germe qu'il faut redouter dans les endocardites. Donc on va prescrire 3 antibiotiques, l'oxacilline, la vancomycine et l'agenta. Et je vais vous expliquer pourquoi on prescrit ces 3 antibiotiques. L'oxacilline, c'est une pénie M, et chez les staphylocoques qui sont sensibles à la méticilline, elle va être très efficace. Elle va être plus efficace que n'importe quel antibiotique. Donc du coup, on va prescrire de l'oxacilline en se disant, si c'est un staphylocoque aureus sensible à la méticilline, ça sera efficace. En revanche, si c'est un SARM, un méticilline résistant, il va falloir prescrire de la vanco. Comme on n'a pas encore l'antibiogramme, on couvre le SARM avec la vanco. Et enfin, pourquoi est-ce qu'on prescrit de l'agenta ? Tout simplement parce que, comme on l'a vu la semaine dernière, l'agenta a une action synergique, donc va être plus efficace. Je vous rappelle que la bactériémie, encore, j'insiste, c'est une situation grave et qu'elle nécessite d'agir au mieux. Autre situation, le patient est en réanimation. Au niveau de son PAC, des signes infectieux qui laissent suspecter une infection de cathéter. Donc on envoie le tout au labo. Et le labo répond, encore une fois, qu'il y a des coccigrammes plus en amas à l'examen direct. Donc vous suspectez, encore une fois, le staphylocoque. Mais cette fois-ci, à l'hôpital, plus besoin de réfléchir si le staphylocoque est méticilline sensible ou méticilline résistant. La plupart seront méticilline résistants, ou du moins les plus graves seront SARM. Donc on se passe de l'oxacilline si jamais vous êtes en situation nosocomiale. Autre situation, le labo vous appelle cette fois-ci et vous dit que les coccigrammes positifs sont en chaînette. C'est souvent le cas des streptocoques. Les streptocoques sont sensibles à l'amoxicilline, et s'ils ne sont pas sensibles à l'amoxicilline, on prescrit des C3G. Ceci est une mise en application directe des résistances bactériennes dont je vous ai parlé la dernière fois. On n'escalade pas le traitement d'un streptocoque par de l'amoxicilline avec de l'acide clavulanique. L'acide clavulanique, je vous rappelle, est un inhibiteur des bêta-lactamases, et le streptocoque ne sécrète jamais de bêta-lactamase. S'il est résistant à l'amoxicilline, c'est qu'il a modifié sa PLP. Et dans ce cas-là, il faudra utiliser des C3G pour être actif sur lui. On reste dans les bactériémies, mais cette fois-ci, on va prendre un cas de figure qui est un petit peu différent, qui est une bactériémie à bacille gram négatif. Encore une fois, ils sont pourvoyeurs d'endocardite, ça reste grave. Mais, je vous l'ai dit tout au début de la semaine dernière, il y a des résistances naturelles parmi les bacilles gram négatifs, et notamment dans les entérobactéries, aux pénicillines et aux céphalosporines, puisqu'ils sécrètent des enzymes, et cette fois-ci c'est bien enzymatique, ils sécrètent des enzymes qui détruisent les pénicillines et les céphalosporines. Donc, si on veut être actif, on va mettre des céphalosporines de 3e génération, qui sont souvent épargnées par les céphalosporinases naturelles des entérobactéries, ou alors des fluoroquinolones. Ce à quoi on peut rajouter éventuellement un aminoside. L'aminoside aura une action synergique et sera à privilégier, surtout dans les situations graves. Enfin, ce n'est pas le cas pour une bactériémie à bacille gram négatif isolée, mais on peut suspecter
puisqu'on trouve un bacille gram-négatif que c'est un germe digestif. Dans les germes digestifs, vous avez aussi beaucoup d'anaérobies. Il y a deux populations, les aérobies et les anaérobies. On a vu par exemple le Clostridium difficile qui est un anaérobie. Les anaérobies, eux, seront très sensibles au métronidazole et moins à certains autres antibiotiques. Vous allez souvent voir cette prescription en chirurgie digestive, par exemple, lorsque vous suspectez une bactériémie ou une infection digestive, d'origine digestive, C3G plus métronidazole. C3G pour couvrir les aérobies et métronidazole pour couvrir les anaérobies. Lors d'une bactériémie à BGN, si le BGN est isolé, il n'y a pas vraiment lieu de prescrire de métronidazole. Si vous retrouvez en revanche une flore polymicrobienne, c'est-à-dire que vous avez à la fois des BGN mais aussi probablement des anaérobies. Dans ce cas-là, il faudra mettre le métronidazole pour taper sur les anaérobies. C'était une subtilité que je voulais préciser ici, mais qui du coup ne correspond pas trop à la réalité des bactériémies à BGN. Si vous avez une bactériémie à BGN, il faudra vraiment privilégier les C3G ou la fluoroquinolone et mettre de la gentamicine si jamais c'est grave. Autre cas de figure, cette fois-ci on reprend notre patient en réanimation qui a une infection de cathéter et le labo vous appelle et vous dit qu'il retrouve un bacille gram-négatif. Vous n'avez pas tout de suite pensé aux bactéries digestives devant une infection nosocomiale à BGN. Vous allez penser au Pseudomonas, qui est un BGN saprophyte, je vous le rappelle, donc qui vit dans l'environnement et qui peut infecter les terrains fragiles. Loïc vous a décrit tous les antibiotiques qui sont capables de taper sur du pio. Je vous les remets là. Et là, je reviens sur les indications des antibiothérapies doubles dont je vous ai parlé la semaine dernière. On l'a vu pour le staphylocoque, on peut élargir le spectre. Par exemple, on a mis de la vancomycine pour élargir le spectre au staphylocoque méticilline résistant. Donc ça, c'est une indication. Une deuxième indication, c'était la synergie, qu'on a déjà vu à 2 reprises avec la gentamicine. Et la troisième indication, c'est la prévention de résistance. Le Pseudomonas est un des germes dont on veut éviter l'émergence de résistance. C'est pour ça que, toujours, devant un piocyanique, vous allez prescrire 2 antibiotiques concomitants. Ces 2 antibiotiques, la plupart du temps, seront une uréidopénicilline avec inhibiteur de la bêta-lactamase et de la micacine, mais vous pouvez remplacer le premier par des carbapénem, de la ceftazidime, voire de la ciprofloxacine qu'on ne met pas en première intention en général. On quitte les bactériémies pour rejoindre d'autres cas de figure qui sont fréquents en pratique, notamment les infections pulmonaires, donc qui sont souvent dues à des germes ORL. Et là, je vous ai mis le petit terme cocktail party parce que ça sera un petit peu en fonction de la sauce du patient. Je m'explique. On peut prescrire en premier lieu de la MOX et des C3G, et ça on l'a vu, qui vont être efficaces sur les streptocoques. Et le pneumocoque, qui est un streptocoque aussi. PN, c'est pneumocoque. On peut prescrire des macrolides, qui seront efficaces sur la légionellose et les intracellulaires. Et on peut enfin prescrire des fluoroquinolones antipneumococciques, qui sont surtout actifs sur le pneumocoque, mais aussi sur les autres. Ce sont les antibiotiques que vous allez le plus souvent rencontrer lors des infections pulmonaires, et souvent, lorsqu'elles sont graves, vous allez donc, comme on l'a vu plus tôt, prescrire une bi-antibiothérapie. Cette bi-antibiothérapie devra être logique en fonction des germes auxquels vous pensez. Si vous pensez par exemple à un pneumocoque, disons un patient qui est vieux, qui est alcoolique, qui a une brèche ostéoméningée, il va falloir prescrire préférentiellement des fluoroquinolones antipneumococciques et des C3G par exemple. Si en revanche vous avez un patient qui arrive pour une infection communautaire, qui vivait dans une maison de retraite par exemple, qui a d'autres cas d'infection de ce genre-là, qu'à la radio pulmonaire vous avez des foyers multilobulaires, vous avez pensé à une légionellose et dans ce cas-là il va falloir forcément prescrire des macrolides, éventuellement des fluoroquinolones antipneumococciques si vous voulez couvrir le spectre du pneumocoque. Mais voilà, il faudra toujours être cohérent dans votre prescription d'antibiotiques en fonction du germe que vous voulez viser. Je continue avec les germes cutanés qui sont pour la plupart des streptocoques ou des staphylocoques. Donc encore une fois, vous allez mettre de l'amoxicilline ou des C3G pour les streptocoques, de l'amoxicilline avec un inhibiteur de bêta-lactamine, voire de la gentamicine si vous pensez à un staphylocoque aureus. Un tiers de la population est porteur de staphylocoque aureus seulement, donc ne vous précipitez pas non plus. J'attire votre attention, puisque les deux sont sur la même diaporama, la prescription d'amoxicilline avec acide clavulanique dans le cadre d'une infection pulmonaire servira à viser le staphylocoque aureus, notamment pour les surinfections bronchiques par exemple. Je vous donne cet exemple qui est classique. Le staphylocoque aureus surinfecte souvent des grippes. Si vous avez une symptomatologie pulmonaire persistante et grave après une grippe, il faudra forcément mettre de l'amoxicilline avec de l'acide clavulanique pour taper sur le staphylocoque. Entre autres aussi, on peut noter que
l'amoxicilline et l'acide clavulanique vont être efficaces sur les pneumopathies d'inhalation, et ça on va voir pourquoi tout de suite. Parce que les germes digestifs ont besoin d'antibiotiques avec un très large spectre. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Il y a plusieurs populations de bactéries dans le tube digestif et elles sont très variées. Donc, soit on prend cette prescription qui est classique en chirurgie digestive, la C3G et l'imidazolé, pour couvrir à la fois les aérobies et les anaérobies. Soit on prend une pénicilline et un inhibiteur des bêta-lactamases, d'où l'intérêt de l'amoxicilline avec acide clavulanique dans une pneumopathie d'inhalation, puisque vous allez avoir des germes digestifs, donc il faudra couvrir ces germes. L'amoxicilline et l'acide clavulanique servent à la fois à taper sur les aérobies plus les anaérobies, et on rajoute l'amicacine pour son activité synergique. Accessoirement, pour son activité sur Providencia, qui est un anaérobie, mais que vous n'avez pas besoin de connaître. Ensuite, on peut parler aussi des infections urinaires. Là, je ne vous décrirai pas tous les cas de figure des infections urinaires, puisqu'elles sont très nombreuses et elles dépendent évidemment de la situation clinique, mais je vous rappelle que les germes qui sont capables de provoquer des infections urinaires sont des germes particuliers. Ce sont des germes qui ont des pili, c'est-à-dire des petites protéines qui leur permettent de remonter l'arbre urinaire, de s'accrocher à l'arbre urinaire et de le coloniser. C'est rare de voir un staphylocoque doré, voire quasiment impossible de le voir coloniser un arbre urinaire. Et c'est pour ça que les antibiothérapies sont bien spécifiques dans les infections urinaires. Si on part du postulat que les infections urinaires sont souvent à germes digestifs, de par la proximité de l'anus, on peut se dire qu'on va mettre la même antibiothérapie que pour les germes digestifs, soit le C3G et les fluoroquinolones, à juste titre, pour taper sur Escherichia coli et Staphylococcus. Quant aux imidazolés, on n'en a pas besoin, puisque les anaérobies sont dépourvus de pili, justement, et donc ne pourront pas coloniser un arbre urinaire, sauf dans de très rares situations chez le diabétique, par exemple. Les anaérobies, pour information, sont responsables d'infections emphysémateuses, d'où l'exceptionnel pyélonéphrite emphysémateuse, avec une imagerie typique d'air au niveau des néphrons. C'est très rare, et la prescription probabiliste se concentrera sur des germes plus fréquents qui ont des pili. Donc c'est pour ça que je vous en parle. On termine par un exemple plus que concret qui est celui de la tuberculose. La tuberculose, en général, aura toujours un traitement qu'on peut qualifier de probabiliste, puisqu'on ne fait jamais, on fait très rarement un antibiogramme au bacille de Koch. Pour comprendre la prescription des antibiotiques antituberculeux, il faut comprendre le bacille de Koch. Le bacille de Koch est une mycobactérie, c'est une bactérie qu'on dit atypique, avec une activité à la fois à l'extérieur des cellules, dans le tissu conjonctif, et aussi une activité dans les macrophages qui la phagocytent. Parmi les bacilles de Koch, certains vont rester quiescents et vont être donc difficilement accessibles aux antibiotiques. Je vous rappelle que les antibiotiques sont des molécules qui agissent de la même façon que les chimiothérapies, c'est-à-dire qu'elles vont agir sur des molécules à réplication rapide, ou au moins pendant le cycle cellulaire. Donc si les bacilles sont quiescents et ne se répliquent pas, les antibiotiques ne sont pas actifs dessus. C'est une particularité notable du bacille de Koch. Enfin, la tuberculose est un problème de santé publique mondial, avec des bacilles de Koch extrêmement résistants dans certains pays. Vis-à-vis des résistances, on prescrit toujours une association. Donc, comme je vous l'ai dit, pour éviter l'émergence de mutants résistants, plus le spectre est large, moins vous laissez de mutants résistants survivre. D'un autre côté, ceux que vous laissez survivre sont très résistants. C'est le double tranchant d'une antibiothérapie à large spectre. Ici, pour la tuberculose, il faut obligatoirement une antibiothérapie à large spectre pour prévenir au maximum l'émergence de mutants résistants. Ensuite, on prescrit l'isoniazide. Isoniazide, je vous l'ai dit la semaine dernière, l'isoniazide a une activité intracellulaire aussi, mais on le privilégie pour son activité extracellulaire. C'est la rifampicine qu'on va privilégier pour l'activité intracellulaire. Le pyrazinamide, c'est l'antibiotique qu'on va utiliser contre les bacilles quiescents, puisque le pyrazinamide n'a pas besoin de bacilles extrêmement actifs pour agir dessus. Et enfin l'éthambutol, qui est un bactériostatique et que lui on prescrit surtout à visée anti-résistance. Et là, on comprend aussi pourquoi certains antibiotiques sont abandonnés après quelques mois de traitement lors de la tuberculose, notamment le pyrazinamide. Une fois qu'il a agi sur les bacilles quiescents, les bacilles actifs vont très rarement se remettre quiescents. Donc du coup, on peut retirer le pyrazinamide puisqu'il n'est plus essentiel. En conclusion de cette partie sur les antibiothérapies probabilistes. L'antibiothérapie probabiliste, c'est un pari. Vous l'entendrez souvent. Ce pari tient compte de la microécologie locale, évidemment. Si vous avez plus de SARM, vous allez forcément rechercher à taper plus sur le SARM. Et pour la tuberculose notamment, si vous avez plus de tuberculose résistante, il va falloir prendre en compte ces résistances locales. Il faut bien entendu prendre en compte aussi le patient. Plus le patient est fragile, plus les
antibiotiques devront être par exemple synergiques, puisque l'infection peut progresser très rapidement. Une antibiothérapie probabiliste devra être à large spectre, dans la limite du raisonnable évidemment, mais il faudra éviter de passer à côté d'une bactérie résistante. Donc il faudra essayer de couvrir le plus de résistance possible. Comme je l'ai dit plus tôt, il y a un double tranchant à utiliser un large spectre, c'est que les bactéries que vous laissez survivre sont extrêmement résistantes, donc il faudra réévaluer systématiquement une fois que l'infection a été documentée, c'est-à-dire une fois que vous avez l'antibiogramme de la bactérie, afin de réduire le spectre sur cette bactérie et d'éviter de créer trop de résistance. Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment clair avec les antibiothérapies, avec la microécologie et avec les stratégies de prescription des antibiotiques en probabiliste. C'est des chapitres qui sont très difficiles à aborder comme à expliquer. Je vous conseille de piocher dans plein de ressources différentes pour essayer de comprendre toutes ces notions. Ce que je voulais vraiment vous faire comprendre, c'est que c'était pas forcément quelque chose d'aléatoire, au contraire, c'était quelque chose de très réfléchi et qu'en réfléchissant sur les causes qui nous poussent à prescrire tel ou tel antibiotique, on comprend rapidement la logique de prescription. Cette logique de prescription, si vous l'avez, sera un atout de taille aux ECN puisque ça vous donnera une grande facilité dans les cas d'infection. Merci à tous en tout cas pour votre attention, bon courage pour la suite de vos révisions, on se revoit bientôt avec un nouveau topo.